Bienvenue dans cette vidéo consacrée à un sujet crucial pour notre époque. Où vont les leaders de l'intelligence artificielle et peut-on leur faire confiance? Il nous parle d'une technologie qui va non seulement transformer notre façon de travailler, mais aussi améliorer notre qualité de vie. Qu'en est-il vraiment? À première vue, il semble que nous soyons à l'aube d'une révolution guidée par des esprits brillants. Mais je dois admettre, chaque fois que j'entends ces promesses, une inquiétude s'empare de moi, un doute que tout ne peut pas être aussi rose qu'il y paraît. C'est sans doute l'habitude, en tant que consommateur, d'être trop souvent le dindon de la farce. Regardez autour de vous. L'IA est déjà intégrée dans notre quotidien. Mais alors que ces technologies progressent, nous devons rester lucides. À quel prix? Qui bénéficie vraiment de ces avancées? Et c'est là que le bât blesse. Quand nous commençons à gratter sous la surface des slogans de marketing, nous pouvons découvrir des réalités moins reluisantes, des questions de confidentialité, des questions de sécurité, d'exploitation et même d'éthique qui souvent sont reléguées au second plan. Selon un sondage HubSpot, 66% des employeurs envisagent d'embaucher des personnes ayant une expérience en IA dans l'année à venir. Nous sommes donc face à un changement sociétal majeur où la compétition entre l'IA et l'humain prend forme. Pour mieux comprendre les enjeux, nous verrons de nombreux exemples et témoignages concrets afin d'illustrer le propos. Sam Altman, OpenAI, Microsoft, Meta, Google, Amazon et plein d'autres. Nous étudierons vers où se dirigent les grands de l'IA, leurs buts principaux et tous les événements qui n'ont pas grand sens de manière isolée, mais qui pris ensemble constituent un tableau bien différent de la réalité qu'on essaye de nous faire croire. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur ces questions complexes et essentielles pour façonner un avenir où l'IA bénéficie réellement à l'humanité. Face à ces défis, nous verrons ce qu'il est possible de faire. Prête à plonger dans ce voyage passionnant? Alors restez avec nous pour découvrir les aspects fascinants du pouvoir, de l'argent, de l'éthique et de la sécurité dans le monde de l'IA. Tout d'abord, ce qui est certain, c'est que la société va grandement changer. Par exemple, le sondage de HubSpot montre que 66% des employeurs ont l'intention d'embaucher un employé avec de l'expérience en IA l'année prochaine. Il est donc fondamental que chacun d'entre nous apprenne en continu et sache utiliser les intelligences artificielles. Car une concurrence entre l'IA et l'humain est clairement en train de se dessiner. Le sondage montre que ces entreprises comptent en majorité utiliser l'IA pour le développement de produits, leur stratégie commerciale et leur marketing. Pour savoir quels sont les véritables buts des géants de l'IA, prenons un exemple intéressant. Sam Altman. Avant de décider de co-créer OpenAI, il était responsable de eCombinator, où il orientait les investissements vers de nombreuses petites startups qui, pour certaines, sont devenues grosses. Instacart, DoorDash, Reddit, Airbnb, pour ne citer que celle-là. Je vous parle de son passé car je veux que vous compreniez que c'est un as du capital risque et qu'il ne fait rien au hasard à ce sujet. En 2015, le même Sam Altman décide de co-créer OpenAI avec Elon Musk, l'idée étant de créer une organisation à but non lucratif qui fait de la recherche sur la sécurité de l'IA et d'en faire bénéficier toute l'humanité sans contraintes financières en provenance d'investisseurs. Une très belle idée. La réalité, quelques années plus tard, est qu'OpenAI a multiplié par 10 sa valeur et que c'est devenu une entreprise commerciale avec un code source complètement fermé, une entreprise classique, dans laquelle Microsoft a investi, excusez du peu, 12 milliards de dollars, et qui est valorisée de nos jours à plus de 80 milliards de dollars. Il est évident que l'on peut se poser des questions sur ce changement brutal de trajectoire et les vraies raisons de ce changement. Pour avoir quelques pistes de réponse, on doit se placer dans le contexte où, depuis plus de 3 ans, le mot magique pour obtenir des financements dans la Silicon Valley est intelligence artificielle. Vous l'avez compris, la concurrence est rude entre les entreprises participant à l'aventure IA. Dans ce genre de bulle d'investissement, car c'est bien d'une bulle, c'est rarement le meilleur qui gagne. Celui qui gagne est celui qui attire le plus vite les investissements, et ce, quelle que soit la qualité de son produit. Comment attirer plus d'investissements et plus vite que les autres? Il faut montrer que l'entreprise a une croissance insolente. Que ce soit vrai ou non, solide ou bâti sur du sable, peu importe, les investisseurs doivent juste en avoir l'impression. Et comment avoir une croissance pareille? En rachetant les concurrents les plus prometteurs ou en faisant des partenariats.
Il en est ainsi de la prise de participation de Microsoft dans OpenAI, mais également il ne vous aura pas échappé cette autre nouvelle. Fin février 2024, Microsoft annonçait « Nous annonçons aujourd'hui un partenariat pluriannuel entre Microsoft et Mistral AI, leader reconnu de l'intelligence artificielle générative. Nos deux entreprises partagent une ambition permanente pour l'innovation et ses applications pratiques, réduisant ainsi l'écart entre la recherche de pointe et le développement de solutions concrètes. » Le communiqué de Microsoft présente le champion français ainsi. Mistral AI, novateur et précurseur, est à l'avant-garde de cette révolution. Son engagement en faveur de la communauté open source ainsi que de l'atteinte de performances exceptionnelles s'aligne naturellement avec l'engagement de Microsoft pour le développement de solutions d'IA de confiance, évolutives et responsables. C'est vraiment amusant de lire que Microsoft s'engage dans l'open source, vu qu'il ne publie pas tant d'open source que cela, en particulier concernant l'IA. À titre de comparaison, Meta fait beaucoup mieux sur le sujet, ainsi que Mistral AI. D'autres partenariats échangent de la puissance de calcul contre les données des utilisateurs d'une entreprise. Entraîner des IA nécessite encore aujourd'hui toujours plus de données. La qualité et la variété de ces données est primordiale pour que l'IA soit performante et pertinente. Ce genre de contrat est gagnant-gagnant pour les deux entreprises, un peu moins pour les utilisateurs car on ne leur demande jamais leur avis, et tant pis si leur production, messages, création et vie privée sont massacrés. Dans ce contexte, Stack Overflow est sous le feu des critiques pour avoir vendu les données de ses utilisateurs, y compris les posts du forum, à OpenAI pour entraîner ChatGPT. Certains membres mécontents ont tenté de modifier ou de supprimer leurs contributions, ce qui a entraîné des suspensions par les modérateurs du site. Pour ceux qui ne connaissent pas Stack Overflow, il est devenu la référence en matière de site de questions-réponses pour les développeurs, avec plus de 200 millions de visiteurs chaque mois. La plateforme est devenue une communauté virtuelle florissante où les développeurs du monde entier se rassemblent pour partager leurs connaissances et interrogations. Ces actions soulèvent des questions sur le droit des utilisateurs et la monétisation des contributions bénévoles, dans ce contexte où la régulation de la protection des données et les pratiques des entreprises technologiques sont de plus en plus scrutées. Le New York Times a récemment révélé que Google et OpenAI ont utilisé des vidéos YouTube pour entraîner leur modèle d'intelligence artificielle, en dépit des restrictions claires de YouTube concernant l'utilisation de ces contenus via des moyens automatisés comme les robots ou les scrappers. OpenAI notamment a utilisé son outil de reconnaissance vocale, Whisper, pour transcrire des millions d'heures de vidéos YouTube afin de développer et améliorer ChatGPT 4, son modèle de langage avancé. Bien que les pratiques de ces entreprises semblent enfreindre les politiques de YouTube, Google n'a pas pris de mesures pour stopper ces actions car il utilisait également des transcriptions de vidéos YouTube pour ses propres besoins d'entraînement d'IA, mettant potentiellement en risque les droits d'auteur des créateurs de contenu. Cette situation complexe met en lumière un accord tacite entre Google et OpenAI qui soulève des questions sur la légalité et l'éthique de telles pratiques, malgré l'argument de fair use souvent invoqué par OpenAI. Adobe fait face à de vives critiques suite à la mise à jour de ses conditions d'utilisation de Photoshop, qui force désormais les utilisateurs à accepter que l'entreprise analyse leur contenu hébergé dans le cloud. La nouvelle politique qui a été mise à jour en février stipule qu'Adobe peut utiliser des systèmes automatisés pour analyser les contenus des utilisateurs dans le but de fournir un support, détecter des contenus illégaux ou améliorer ses services logiciels. Cela inclut l'utilisation du machine learning pour développer des produits, bien que le contenu local sur les appareils des utilisateurs ne soit pas analysé. Cette politique a provoqué un tollé parmi les utilisateurs, certains appelant à boycotter Adobe et à supprimer ses applications. Adobe a répondu à la polémique en affirmant que cette politique était en vigueur depuis longtemps, je ne vois pas ce que ça change mais bon, et que l'entreprise n'utilisait pas le contenu de ses utilisateurs pour entraîner son IA Firefly, ni n'assumait la propriété du travail des utilisateurs. Problème ? S'il n'assume pas la propriété du travail des utilisateurs, dans les conditions générales de l'outil Photoshop, il est dit que Adobe peut utiliser les contenus des utilisateurs pour créer de nouvelles œuvres qui seront sa propriété. Donc une affaire encore bien sombre. Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind et Inflection AI et actuel CEO de Microsoft AI, a déclaré lors du festival IDEAS d'Aspen que tout le contenu disponible sur le web est libre d'utilisation.
Selon lui, depuis les années 90, le contrat social établit que le contenu sur le web est ouvert et considéré comme du freeware, permettant à quiconque de copier, créer et reproduire librement ce contenu. Cependant, il admet qu'il existe des exceptions, comme le fichier robot.txt que les sites peuvent utiliser pour limiter le scrapping de leur contenu, bien que cette mesure ne soit pas une obligation légale, mais plutôt une forme d'autorégulation. Cette position intervient dans un contexte où les pratiques similaires par Google et OpenAI ont été critiquées pour avoir potentiellement enfreint les règles de la propriété intellectuelle. Le battage médiatique autour de l'IA est une tentative à peine voilée de relancer le capitalisme de surveillance, qui a été mis à mal par les lois sur la vie privée et par la résistance des utilisateurs. En promettant de nous faciliter la vie, les entreprises technologiques veulent nous faire accepter l'omniprésence de l'IA et ainsi continuer à collecter nos données. En effet, l'IA a un besoin insatiable de données pour apprendre et être performante. Sous couvert de progrès, les grands de l'IA s'octroient le droit de piller nos vies et de s'approprier nos expériences pour alimenter cette machine. L'ironie, c'est qu'ils justifient l'interdiction de TikTok en utilisant cet argument de la collecte des données, alors que les entreprises américaines font de même à une échelle encore plus grande. C'est de la pure hypocrisie. Il faut saluer le travail des régulateurs, notamment en Europe, avec le RGPD, le DSA et le DMA, qui tentent tous de limiter la casse. Mais la réglementation ne suffit pas. Tant que le principe même de la collecte massive des données à des fins commerciales ne sera pas remis en question, le capitalisme de surveillance trouvera toujours un moyen de survivre. Ces entreprises sont prêtes à tout pour cet or numérique, utiliser l'Internet comme un libre service de données, violer les règles des sites web, faire des alliances scélérates, pirater des documents et des œuvres d'art, voler des données, bref, à peu près tout. Il est temps d'exiger un numérique au service du bien public, où les citoyens auraient le contrôle de leurs données et décideraient comment les utiliser pour le bien commun. Cette course incroyable aux investissements s'est matérialisée par la présentation par OpenAI de Sora, une IA qui génère des vidéos réalistes, véritable simulateur de physique, puisque pour générer des vidéos, il faut comprendre la physique du monde. Par exemple, si un verre tombe, il doit se briser en touchant le sol. Il en va de même de la décision d'OpenAI de lancer un moteur de recherche propulsé par intelligence artificielle. Bien entendu, dans ce cas, il s'agit de se débarrasser de l'hégémonie de Google sur les moteurs de recherche. Ayez conscience d'une chose, la concentration est mauvaise pour les utilisateurs et si une entreprise a finalement le monopole de l'IA sur tous les domaines, par exemple robotique, chatbot, vidéo, reconnaissance vocale, synthèse vocale, moteur de recherche, etc., elle dominera le monde et ses utilisateurs. Elle sera si puissante qu'il sera difficile pour les gouvernements du monde entier d'y résister. Je pense que vous comprenez mieux maintenant le contexte de cette compétition. Nous allons parler maintenant de l'éthique et de la sécurité. Alors, une autre manière de maximiser la croissance, c'est de transformer l'entreprise en guerrier de la croissance, en sacrifiant tout sur le passage de la croissance. Lorsque cela arrive, qu'est-il sacrifié? Par exemple, la sécurité des utilisateurs et les contraintes morales. Pour ceux qui doutent de cette affirmation, je vous propose 4 exemples. Premier exemple, en décembre 2020, Timnit Gebru, une des rares afro-américaines spécialistes des questions éthiques sur l'intelligence artificielle, explique avoir reçu un courrier de sa direction acceptant sa démission qu'elle réfute avoir donnée. Ce licenciement arrive après qu'elle ait publié l'article On the Danger of Stochastic Parrot, Can Language Model Be Too Big? Donc on pourrait traduire ça par « Sur les dangers des perroquets stochastiques, les modèles linguistiques peuvent-ils être trop grands ?» Elle publie ce papier de recherche avec son équipe et des contributeurs extérieurs, une étude scientifique sur les biais des systèmes d'intelligence artificielle. Selon Google, celle-ci ne répondait pas aux critères de publication et n'aurait pas dû être publiée en l'état, ce que l'équipe qui a travaillé avec elle a démenti. Margaret Mitchell, l'autre chef de la division Ethical AI, intelligence artificielle éthique, de Google,
avait commencé à défendre son ex-collègue. Depuis le renvoi de Timnit Gebru, Margaret Mitchell essayait de monter un dossier pour prouver que Google l'avait traité de manière discriminatoire. Elle avait ainsi voulu remonter le fil de ses propres échanges par mail avec sa collègue en créant un script capable de faciliter et d'accélérer le travail. Timnit Gebru se demandait alors si Mitchell n'allait pas recevoir un email acceptant sa démission sur son adresse personnelle. David Baker est l'un des employés qui ont quitté l'entreprise en signe de protestation. Il a commencé à travailler chez Google en 2004 et lorsqu'il a démissionné, il était directeur du groupe Trust and Safety Engineering. Il a expliqué à The Verge que le traitement réservé par Google à Gebru, il est parti avant que Mitchell soit licencié, a sérieusement ébranlé sa confiance dans l'entreprise. Je pense que cela remet définitivement en question le fait que l'on puisse faire confiance à Google pour s'interroger honnêtement sur les applications éthiques de sa technologie. La suite montre que Margaret Mitchell annonce sur Twitter avoir été licenciée. Le 7 avril 2021, Sami Bengio, dirigeant cofondateur de Google Brain, a à son tour déposé sa démission. Deuxième exemple, en mars 2023, la société américaine Microsoft a choisi de licencier plusieurs dizaines de personnes qui travaillaient dans l'équipe chargée de proposer une intelligence artificielle plus éthique. D'abord réduite de 30 à 7 personnes en octobre 2022, l'équipe a finalement été dissoute par l'entreprise. Notre travail consistait à expliquer ce qu'était une IA responsable et à créer des règles dans des domaines où il n'y en avait pas, explique un ancien employé aux médias Platformer. À mesure que Microsoft se concentrait sur la livraison d'outils d'IA plus rapidement que ses rivaux, la direction de l'entreprise s'intéressait moins au type de réflexion à long terme dans laquelle l'équipe s'était spécialisée, indique un autre ex-employé du service. Vous allez voir comment tout se combine ensemble progressivement. Ces licenciements interviennent à un moment clé pour l'entreprise qui prévoyait très prochainement d'offrir les services d'OpenAI à un large public. Les employés chargés de l'IA responsable ont toutefois mis en garde Microsoft sur les potentiels risques de ces outils, notamment DALL-E, par exemple sur les droits d'auteur et les artistes concernés. Il y a un risque de porter atteinte aux droits d'auteur, à la fois pour l'artiste et ses parties prenantes financières, avec des retombées négatives pour Microsoft résultant des plaintes des artistes, sans compter la réaction négative du public. Les risques sont suffisamment réels et importants pour être corrigés avant qu'ils ne nuisent à la marque Microsoft, ont-ils indiqué. En testant Bing Image Creator, il a été découvert qu'avec une demande comprenant uniquement le nom de l'artiste et un style, par exemple peinture, impression, photographie, sculpture, les images générées étaient presque impossibles à différencier des œuvres originales, ont alerté les chercheurs dans une note adressée à leurs supérieurs. Une des raisons de ces licenciements ? Pourtant, en mars 2023, Microsoft a dû apporter quelques modifications à son Bing Image Creator après que plusieurs utilisateurs se sont servis de cet outil pour créer de fausses affiches de films Disney représentant leurs animaux de compagnie. Toujours auprès de Platformer, l'entreprise assure malgré tout investir massivement dans le contrôle éthique de l'IA. Peut-on les croire ? Alors donc dans cet article on parle en fait d'OpenAI qui aurait détruit des données qui auraient servi à entraîner les modèles d'intelligence artificielle ChatGPT 3 et peut-être suivant. Donc il y a aux États-Unis un procès entre la guilde des auteurs et OpenAI sur le fait que OpenAI aurait utilisé des livres copyrightés et donc piratés sûrement pour entraîner ChatGPT 3 et cette base de données de livres potentiellement protégée par un copyright serait dans deux bases de données, Book 1 et Book 2. Et le problème serait que il contiendrait plus de 10 000 livres publiés. Donc évidemment, la guilde des auteurs a demandé à voir cette base de données pour s'assurer qu'il n'y avait pas de livres à eux dedans. Et OpenAI a résisté pendant des mois et des mois pour ne pas révéler cette base de données. Et maintenant, on apprend donc dans cet article que les deux bases de données en question ont été effacées par deux employés d'OpenAI. Le mystère reste entier sur le contenu de ces bases de données. Maintenant, effectivement, la guilde des auteurs essaye de savoir qui sont les deux employés afin évidemment de leur poser des questions sur le contenu de ces fameuses bases de données. Donc ce qui est dit dans l'article, c'est que dans un livre blanc qui datait de 2020, OpenAI décrit Book 1 et Book 2, donc ces deux fameuses bases de données, comme un corpus de livres basés sur Internet. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, ça pourrait très bien être des livres gratuits, mais étant donné effectivement que ChatGPT a sûrement été entraîné sur des données de grande qualité, on peut se demander si des livres gratuits trouvés sur Internet sont suffisants pour entraîner correctement une IA comme
comme ChatGPT, même la version 3. Donc ce qu'on sait, c'est que ces deux bases de données contenaient plus de 67 milliards de tokens, ce qui correspond à 50 milliards de mots, ce qui fait quand même un bon paquet de livres. Donc ce qu'on sait aussi, c'est que ces deux bases de données ont été utilisées jusqu'à 2021 et qu'elles auraient donc été détruites en 2022 par ces deux membres de l'équipe, qui maintenant sont partis. Donc il semblerait que la guilde des auteurs ait finalement récupéré le nom des deux employés, et j'imagine maintenant qu'ils vont vouloir les interroger. Donc OpenAI dit qu'ils ont supprimé les deux bases de données parce qu'elles n'étaient plus utilisées, ce qui est possible, mais le mystère demeure sur leur contenu. Troisième exemple. Google a récemment licencié 28 personnes car elles réclamaient à l'entreprise de renoncer à un contrat Nimbus avec l'armée et le gouvernement israélien, les accusant d'avoir empêché leurs collègues de se rendre sur leur lieu de travail. Le projet Nimbus est un contrat de 1,2 milliard de dollars dans lequel les entreprises technologiques Google, Google Cloud Platform et Amazon, Amazon Web Services, ont été sélectionnées pour fournir aux agences gouvernementales israéliennes des services d'informatique dans les nuages, y compris l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. L'argent avant l'éthique. Ne parlons même pas de l'usage de l'IA pour des applications militaires, ce qui est non éthique et bien évidemment extrêmement dangereux. Dernier exemple. En janvier 2023, nous apprenions qu'OpenAI a fait appel à Sama, une société basée à San Francisco qui emploie des travailleurs au Kenya, en Ouganda et en Inde pour étiqueter des données pour les clients de la Silicon Valley tels que Google, Meta et Microsoft. Ces travailleurs gagnaient moins de 2 $ de l'heure selon une enquête du Time. Cher peu payé quand on sait que le travail était répétitif et choquant. Étiqueter des textes avec des labels de violence, des discours haineux et d'abus divers, afin que l'IA puisse apprendre à détecter ces formes déviantes. Le but final était noble puisqu'il avait vocation à protéger l'utilisateur final de ces contenus. Pour obtenir ces étiquettes, OpenAI a envoyé des dizaines de milliers de fragments de texte à une société externe au Kenya à partir de novembre 2021. Une grande partie de ces textes semble avoir été tirés des recoins les plus sombres de l'Internet. Certains d'entre eux décrivaient des situations avec des détails graphiques tels que des abus sur des enfants, la bestialité et toutes sortes de violences les plus abjectes les unes que les autres. Néanmoins, Sama se présente comme une entreprise d'IA éthique et affirme avoir aidé plus de 50 000 personnes à sortir de la pauvreté. Mais 300 millions d'emplois supprimés dans le monde à terme, c'est colossal quand même, non? Donc la question, c'est en combien de temps? C'est-à-dire, est-ce que la transition se va faire extrêmement rapidement ou est-ce qu'elle va se faire à un rythme qui va permettre aux gens de se reformer, de se réentraîner aux nouvelles technologies? On n'est pas un nouveau phénomène. L'IA ne va pas, n'est pas qualitativement différent des autres transformations technologiques. Donc sur Facebook, par exemple, il y a une grosse équipe qui travaille sur l'élimination de faux comptes, sur la désinformation dangereuse, etc. Et en fait, l'intelligence artificielle n'est pas le problème là. L'intelligence artificielle, en fait, c'est la solution. C'est-à-dire que, par exemple, vous voulez détecter si quelque chose, une pièce d'information est fausse, détecter si elle vient d'une source qui n'est pas fiable. Donc, par exemple, un entrepôt dirigé par le Kremlin pour essayer d'influencer les élections en Europe ou aux États-Unis. Ce que les gens ne réalisent pas, par exemple, c'est qu'une des plus grosses applications de l'intelligence artificielle en ce moment, au niveau échelle, si vous voulez, taille, c'est la modération de contenu dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc. En fait, des techniques d'intelligence artificielle assez sophistiquées, même très sophistiquées, pour supprimer le discours haineux, par exemple, les contenus illégaux tels que la propagande terroriste, l'exploitation des enfants, la pédophilie, etc. Donc oui, c'est un bon produit qui a l'avantage d'avoir été mis dans les mains des utilisateurs et du public. Donc c'est de la bonne ingénierie, c'est très bien ficelé effectivement, et puis Mais c'est pas ajusté révolutionnaire. pour être utile. Au niveau de la science et de la technologie sous-jacente, c'est pas du tout révolutionnaire, non. C'est la connaissance humaine qui est présente dans les textes sur Internet, mais ça ne comprend pas, par exemple, la connaissance du monde physique, du monde réel. Donc ces systèmes, d'une certaine manière, ont beaucoup moins de connaissances du monde réel que
votre chat. Alors pourquoi je vous montre cet extrait qui est un petit peu vieux puisqu'il date d'avril 2023, donc effectivement à l'époque on n'avait pas forcément toute la connaissance qu'on a aujourd'hui, mais c'est parce que aussi dans la communication des grandes boîtes de l'IA, et derrière Yann Lequin il y a Meta, donc il parle aussi au nom de sa propre entreprise, il y a la volonté de rassurer les gens, donc vos emplois ne seront pas supprimés, il y aura toujours du travail, c'est pas une innovation révolutionnaire, ne vous inquiétez pas bonnes gens, donc c'est très très rassurant et laissez-nous travailler notre IA et vous avez aucun risque. Bon évidemment la réalité est tout à fait différente je pense et au contraire sur 5 à 10 ans on a tout à craindre au niveau emploi des IA parce qu'effectivement qui peut le plus peut le moins et donc à terme lorsque l'intelligence de ces ordinateurs aura dépassé l'intelligence d'une poignée de gens tous mis ensemble et que les coûts baisseront, et bien ça sera plus rentable de faire du travail par IA que de faire du travail par des hommes. Donc ça sera comme d'habitude, on choisit toujours la solution la moins chère dans les entreprises et donc l'emploi disparaîtra d'une manière ou d'une autre. Alors il masque aussi le fait que l'IA apporte des solutions, mais il ne parle pas des problèmes. En fait, elle apporte les deux évidemment, bien sûr, et c'est toujours comme ça avec toutes les nouvelles technologies. Donc on ne peut pas séparer les côtés bons des mauvais côtés d'une technologie. Donc là, il y a un aspect un peu marketing qu'on retrouve souvent dans les grandes boîtes de l'IA. On va vous cacher les défauts pour ne mettre qu'en avant les avantages de leur technologie. Et donc dans les problèmes qu'on essaye de masquer, par exemple les problèmes d'IA liés à l'entraînement des IA pour détecter des contenus violents ou horribles. Donc, on a vu avec l'entreprise Sama que malheureusement l'IA ici nécessitait d'abord d'exposer des pauvres gens pour un salaire dérisoire à des contenus absolument abominables et du coup peut-être leur causer des dommages psychologiques importants tout au long de leur vie. Alors évidemment après on imaginera que plus on aura entraîné ces systèmes, moins on aura besoin de ces gens-là et donc c'est une sorte de sacrifice qu'il faudrait faire pour être après délivré de ce genre de tâches. Si on ne le fait pas, on aura toujours des humains qui seront obligés de regarder ces choses abominables. C'est un débat mais il ne le lance pas, vous avez remarqué. Alors ensuite après on a le débat sur ChatGPT, alors là c'est intéressant parce que là encore évidemment comme il y a une rivalité entre Meta et OpenAI, comme avec toutes les autres boîtes d'intelligence artificielle, bon il dit tout ça c'est une bonne techno, ce sont des bons ingénieurs en quelque sorte, il n'y a rien de révolutionnaire. Bon moi je ne partage pas cet avis, alors évidemment on connaissait toutes ces techniques là, mais OpenAI a quand même pas mal ouvert de brevets, donc on peut pas dire non plus qu'ils ont juste développé une technique existante. Ils minimisent aussi la découverte des propriétés émergentes, tu dis oui bon on connaît ça depuis longtemps, alors peut-être, on doit le croire sur parole, peut-être qu'aussi OpenAI connaissait ça depuis longtemps, bon allez donc savoir, c'est une opinion, il n'y a pas vraiment de preuves. Ensuite on parle de l'entraînement des modèles sur des grands corpus de texte venant de l'internet, on a vu que de temps en temps ça venait pas que de l'internet, en tout cas que c'était pas toujours forcément légal avec l'affaire d'OpenAI. Et ensuite il indique qu'effectivement ces modèles sont très superficiels, ils n'ont pas la connaissance du monde et malheureusement ça lui donne tort puisque quelques mois après sortait Sora, même s'il n'est pas vraiment ouvert au grand public. On a aussi des concurrents de Sora qui eux sont ouverts au grand public, sont moins performants mais qui simulent aussi d'une manière ou d'une autre des processus physiques. Donc les IA peuvent apprendre du monde physique d'une certaine manière, ce qu'il dit ici ne se vérifie pas du tout les mois qui suivent. Donc pourquoi je vous ai montré cet exemple pour répondre finalement à cette question, c'est que dans la communication des grandes boîtes de l'IA, il faut toujours faire la part des choses entre ce qui est du pur marketing, ce qui est du dénigrement de la concurrence ou ce qui est parfois même cacher des innovations qui sont dans leur laboratoire parce qu'elles sont soit effrayantes ou soit tout simplement on ne veut pas les divulguer à la concurrence pour garder une longueur d'avance. Donc dans ce qu'ils disent de ce qui existe ou de ce qui n'existe pas, dans ce qu'ils disent de la critique des produits concurrents, il faut toujours se méfier. Dans ce qu'ils disent des avantages de leurs IA, il faut aussi en prendre et en laisser. Parlons maintenant d'Elon Musk, le cofondateur d'OpenAI. Depuis toujours, il parle des risques de l'IA, qu'il faut que l'IA bénéficie à tous. Il a quitté l'organisation en 2018 car il aurait proposé de fusionner OpenAI avec Tesla, qui aurait été sa vache à lait pour les investissements. Face au refus de l'équipe, Elon Musk a rapidement choisi de quitter OpenAI et a dit qu'il était favorable à ce que nous trouvions notre propre voie pour lever des milliards de dollars, détaille OpenAI. Elon Musk, depuis, fait partie des critiques d'OpenAI les plus virulents, au point de porter plainte contre elle. Elon Musk reproche à OpenAI et à Sam Altman d'avoir trahi les principes sur lesquels la société était fondée. Elle avait des statuts d'organisation à but non lucratif
et devait œuvrer pour le bien de l'humanité et concevoir des programmes d'intelligence artificielle en open source, c'est-à-dire accessibles, modifiables, utilisables et redistribuables par tous. J'ai analysé la plainte dans cette vidéo sur cette chaîne, je vous conseille d'y jeter un œil. Pour vraiment comprendre cette plainte, il faut savoir que pendant longtemps, Elon Musk a crié à qui voulait l'entendre qu'il voulait un moratoire de 6 mois sur l'intelligence artificielle. J'ai toujours ri de cette proposition car s'il est évident qu'un développement incontrôlé peut nuire à l'humanité, un moratoire est juste impossible. La recherche est comme un train lancé à toute vitesse. Concernant des sujets comme l'IA, où l'argent et le pouvoir s'entremêlent, il est impossible d'arrêter la recherche. Même si une majorité signait le moratoire, qu'est-ce qui empêcherait une dictature, ou même une démocratie, de continuer en douce ses recherches? Rien. Le moratoire était donc le prototype de la vraie fausse bonne idée, mais Elon Musk, entrepreneur rusé et accompli, était-il si naïf pour croire en une telle fadaise? Bien entendu que non. La solution à cette énigme est apparue très clairement lorsqu'il a annoncé publiquement le développement de sa propre IA, Grok. Pour être très clair, le moratoire était juste une tentative de faire ralentir certains de ses concurrents pendant que, dans l'ombre, il aurait eu les mains libres pour développer son IA. Et ce, tout en passant pour le gentil qui veut faire le bien de tous. Ça n'a pas marché, personne n'est tombé dans le piège, sauf peut-être une certaine opinion publique. En novembre 2023, un drame se déroule en grand secret avant de devenir un show public. L'éviction de Sam Altman d'OpenAI par une poignée de frondeurs. Leurs argument est qu'il n'avait pas toujours été franc dans ses communications avec le Conseil, faisant entrave à sa capacité à remplir ses responsabilités. Selon les médias américains, le directeur scientifique de l'entreprise, Ilya Sutskever, aurait joué un rôle important dans cette annonce. Inquiet de la vitesse à laquelle OpenAI lançait de nouveaux produits et des conséquences de l'IA sur la société, il aurait convaincu les autres membres du Conseil de se débarrasser du PDG. Panique chez Microsoft, qui est le principal bailleur de fonds d'OpenAI avec ses 49% de parts de l'entreprise. Satya Nadella, CEO de Microsoft, a été averti quelques minutes avant cette décision. Pas question de laisser filer la poule aux œufs d'or. Il entame immédiatement une série de négociations pendant le week-end, militant pour un retour de Sam Altman au sein d'OpenAI. Mais cela échoue et il se résigne à l'annonce du recrutement de Sam Altman par Microsoft à la tête d'une division de recherche sur l'IA avancée. Les salariés d'OpenAI sont inquiets pour leur avenir et celle de l'entreprise. Ils adressent donc une lettre ouverte en réclamant le retour de Sam Altman et la démission du conseil d'administration sous peine de tous partir chez Microsoft. Au bout de 5 jours, Sam Altman est réintégré et son retour s'accompagne de changements dans le conseil d'administration d'OpenAI. En avril 2024, la prestigieuse étoile montante de l'IA, le docteur Leopold Aschenbrenner, a été viré par OpenAI. C'était un allié d'Ilya Sutskever pour expulser Sam Altman de l'entreprise. Pavel Ismailov connaît aussi le même sort. Les deux spécialistes ont travaillé au sein du département de sécurité d'OpenIA avant leur licenciement. Dans cette bataille incroyable, Microsoft renforce son pouvoir sur OpenAI. C'est le grand gagnant. L'affaire Sam Altman est une défaite pour les courants de pensée long-termistes qui visent à éviter les risques existentiels pour l'humanité et l'altruisme efficace. Le retour de Sam Altman a montré les limites de ce courant, écrit le Wall Street Journal. Encore une histoire de pouvoir, d'hégémonie et d'éthique. Ainsi donc, dans les entreprises de l'IA, tout le monde parle des risques pour l'humanité et du soin qu'ils apportent pour sécuriser leur technologie afin qu'elle soit positive pour l'humanité. Maintenant que je vous ai dépeint une bonne partie du tableau, croyez-vous toujours en ce discours ? J'imagine que non, mais si vous y croyez encore un petit peu, posons-nous une simple question. S'ils croyaient vraiment au risque pour l'humanité, pourquoi accélérerait-il toujours plus ? Lorsque vous conduisez une voiture très vite sur une route sinueuse et que vous commencez à avoir peur, que faites-vous? Vous ralentissez, bien entendu. Les beaux discours de cette industrie et leurs promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Lorsque la catastrophe sera arrivée, et elle arrive, aucune de ces entreprises ne se précipitera pour réparer les dégâts et payer les factures. Le vrai visage de l'industrie de l'IA est donc juste une poignée de milliardaires en compétition les uns avec les autres afin d'avoir le monopole en IA et surtout ramasser le plus gros paquet d'argent. Rien de plus. C'est assez pitoyable, d'autant que cela s'effectue au détriment de tous. Le marketing et le fake.
mais le tableau n'est malheureusement pas complet comme je le disais. On va citer 3 exemples qui éclaireront une autre partie sombre de ce tableau. Vous vous rappelez peut-être du dicton de la Silicon Valley « Fake it until you make it », que je traduis par « falsifier votre succès jusqu'à ce que vous y arriviez ». À ce petit jeu, de nombreuses startups ont échoué par le passé sur d'autres sujets que l'IA. L'échec le plus connu est sûrement celui d'Elizabeth Holmes, fondatrice de Theranos, une biotech vantée comme révolutionnaire. Elle avait réussi à faire croire aux investisseurs qu'elle avait une technologie réellement révolutionnaire, et ce, pendant presque 10 ans. Juste avant son effondrement, Theranos avait une capitalisation de 9 milliards de dollars. Aujourd'hui, l'entreprise est fermée et Elizabeth Holmes est en prison. Après de nombreux scandales comme celui-ci, on aurait pu croire que l'IA y échapperait, car cette astuce pour attirer les investisseurs était largement éventée. Il n'en est rien, et de nombreux fakes en IA ont aussi vu le jour. Peut-être vous rappelez-vous, en 2016, l'annonce d'Amazon, le futur du commerce était proposé avec la technologie Just Walk Out. Plus besoin de caissier, ni de vigile, ni de sortir votre portefeuille. Pour faire vos courses dans les supermarchés Amazon, il suffisait d'entrer, de prendre vos produits et de sortir. Le montant de vos achats était calculé à la sortie du magasin grâce à un système mêlant caméra et capteur, décrit comme automatique, puis directement débité sur votre carte bancaire. Génial pour les consommateurs qui ne font plus la queue aux caisses. Moins génial pour les caissières. Étrangement, les 27 magasins Amazon Fresh appliquant ce concept ne se sont pas multipliés depuis cette date. Pourquoi donc ? Il y a quelques semaines, nous apprenions avec effroi que la technologie allait être retirée de ces magasins. Le journal The Information rapporte qu'en fait, plus de 1000 personnes en Inde étaient chargées de ce travail, soi-disant automatique, traitant plus de 70% des ventes réalisées à la mi-2022. Des histoires comme celle-là, il en existe plein. Kaedim, une start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle dont le fondateur figurait sur la liste 30 Under 30 de Forbes, a été révélé en septembre 2023 comme utilisant des artistes humains pour réaliser ses modèles en 3D, contrairement à ses affirmations publicitaires. Jusqu'ici, le PDG de Kaedim avait indiqué que les artistes employés par l'entreprise ne l'étaient que pour contrôler la qualité des modèles générés par le logiciel, ce qu'a démenti une source proche du dossier, expliquant que certains travailleurs n'avaient pour base de départ que les dessins 2D fournis par les clients, et non pas les premières ébauches en 3D générées automatiquement. Bref. Deuxième exemple. I see you placing a piece of paper on the table. I see a squiggly line. What about now? The contour lines are smooth and flowing, with no sharp angles or jagged edges. It looks like a bird to me. What if I add this? The bird is swimming in the water. It has a long neck and beak. It is a duck. Yes. A duck is a type of waterfowl in the family Anatidae. Ducks are closely related to geese and swans. The duck appears to be blue. This is not a common color for ducks. However, there are some breeds of blue ducks. These are typically not as common as other duck breeds. It is more common for ducks to be brown, black, or white. Are you sure? What the quack? I was just talking about a blue duck, and now you're holding one. It looks like blue ducks are more common than I thought. Would this float? I'm not sure what material it's made of, but it looks like it might be rubber or plastic. What if I tell you it's making a squeaking sound? Oh, if it's squeaking, it's definitely going to float. Nice. It is a rubber duck. It is made of a material that is less dense than water. Can you teach me how to say this in a different language? And give me a few options. Ooh, can you explain how to pronounce the Mandarin one? Is it Yazi? Yazi Is pronounced with a first tone. In Mandarin, there are 4 tones, which are essential to distinguish the meaning of words. The first tone is a high-level tone. Oh, okay. Exemple. Google Gemini. Google nous présente une vidéo où un homme dessine progressivement un canard sur l'eau tout en discutant avec Gemini. Ce dernier interprète l'image qu'il voit et la décrit très fidèlement. Tout le monde est épaté par la vidéo et elle fait grand bruit. Nous savons aujourd'hui que cette vidéo est un fake grossier. Non seulement Gemini n'est pas capable de voir en continu comme dans la vidéo, mais en plus, même avec une image statique du dessin terminé, son interprétation, dans la réalité, est très différente et surtout très décevante.
Alors, il y a quelques semaines, j'avais fait un programme qui fait en quelque sorte ce que fait Gemini dans cette vidéo. Alors, c'était pas lié à Gemini, hein, c'était juste pour voir si on pouvait tirer un plus grand parti encore de ChatGPT. Donc, je vous mets le lien en haut. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les images de la vidéo de Gemini, donc qui sont faites, et je les soumis à mon programme qui fait fonctionner donc ChatGPT un peu comme Gemini pour voir quelles sont les réponses. Je vous laisse découvrir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les images de l'expérience de Gemini, de la publicité de Gemini, et je les filme avec mon smartphone qui est connecté à mon ordinateur, qui utilise donc les images directement pour les envoyer à ChatGPT 4. Que vois-tu à l'écran ? Salut. Sur l'écran, je vois une petite feuille de papier ou une carte beige avec un simple dessin en forme de vaguelette imprimé en noir. Que vois-tu maintenant ? Ça ressemble à un dessin simple et rapide sur un post-it qui pourrait représenter un canard ou un oiseau. C'est vraiment minimaliste avec juste quelques lignes. Sympa. Et maintenant, que vois-tu ? Alors, dans la vidéo, je vois un dessin d'un oiseau qui flotte sur l'eau. C'est mignon. Si tu as d'autres choses à montrer ou des questions, n'hésite pas. Et maintenant, que vois-tu ? Dans la vidéo, je vois un dessin d'un oiseau aquatique, comme un canard ou un cygne, flottant sur l'eau. Le dessin est simpliste, avec des traits noirs et quelques détails colorés en orange et bleu. Et maintenant, tu vois quoi ? Dans la vidéo, tu tiens un canard à stick bleu avec un bec orange. Alors voilà, donc avec ce test, on a vu que si la vidéo de Gemini était fausse, ou en partie grandement faussée, elle avait été largement retouchée, on arrive à faire exactement la même chose, peu ou prou, hein. C'est un petit peu moins flamboyant, mais ça donne exactement les mêmes résultats avec ce petit programme qui exploite les capacités actuelles de GPT-4o. Et donc, je vous redonne le lien de la vidéo qui explique comment refaire l'expérience. Dernier exemple. Devin AI, présenté comme le premier ingénieur logiciel par intelligence artificielle. Devin AI soulève des doutes. Des critiques pointent des écarts significatifs entre ses prouesses annoncées et ses performances réelles, notamment car il génère un code incohérent et de nombreux bugs. Selon les analyses, le démonstrateur de Devin, loin d'être facile et rapide à utiliser, requiert des heures voire d'une journée entière pour effectuer la tâche de démonstration proposée. Devin AI semble davantage relever de la supercherie que de la prouesse technologique. Vous avez donc compris qu'il ne faut pas croire toutes les déclarations concernant l'IA, même celles qui émanent des grands groupes, et ce, même très récemment. Pour ma part, j'évite de parler des technologies en intelligence artificielle qui ne sont pas testables par moi ou par certains bêta-testeurs à la rigueur. Cela n'empêche pas de se faire avoir comme dans le cas de Kaidim, mais élimine au moins 60% de ces fakes. Je vous conseille de ne pas trop prendre en compte un papier de recherche sans démonstration testable. Il est trop facile de publier tout et n'importe quoi pour impressionner les investisseurs sans preuve. D'ailleurs, un principe de base pour une publication scientifique digne de ce nom est sa reproductibilité. Or, sans code ou sans démo utilisable, rien ne peut être vérifié. Ce n'est donc pas de la science, mais du marketing.
Vers une société sans emploi, la vision Altman. Une catastrophe avec l'IA, il y en aura bien au moins une. Des jobs vont disparaître, pas seulement des cols bleus, mais presque tout le monde va y passer. Illustrateurs, enseignants, vidéastes, musiciens, avocats, ouvriers, traders, etc., etc. La folle concurrence des géants de l'IA ne se manifeste pas seulement par un manque de sécurité et d'éthique. Le 15 mars 2023, Meta annonçait sa troisième vague de licenciements, dont 20% en Irlande. Pourtant, lors de la première vague, ils disaient que cela n'avait rien à voir avec l'IA. Maintenant, ils disent réinvestir le tout dans l'IA. La conséquence de ces déclarations, les actions de Meta montent en flèche. L'IA des grands groupes fait licencier de grosses quantités de personnes, même chez eux. Autant dire qu'à l'avenir, les autres, c'est-à-dire nous, n'auront pas plus de chances de conserver notre emploi. On peut même se demander ce qu'il restera à la fin. Sam Altman pense qu'il ne restera que des gens comme lui. Il sait que les chômeurs ne se laisseront pas faire et qu'une grande instabilité sociale risque de compromettre la jouissance paisible de ces nombreux milliards. Cela ne l'arrange pas, évidemment. Aussi, il ne cesse de vanter le revenu de base universel, sorte de salaire de base donné gratuitement à tout le monde et permettant de subvenir aux besoins basiques. L'argent de ce revenu serait collecté via l'imposition des entreprises et des propriétés. En gros, son argent est celui de quelques autres malins qui auront réussi à dominer le monde. Le fait qu'il précise que l'argent vient aussi des propriétés signifie peut-être que le nombre de personnes qui seront capables de posséder quelque chose, un bien immobilier par exemple, sera réduit aux plus riches. J'imagine que vous avez compris qu'il ne faut pas s'attendre à un salaire merveilleux. Dans son essai de 2021 appelé Moore's Law for Everything, il décrit le monde d'après. Richesse immense de certains, prix des biens et des services tendant vers zéro, des organisations politiques devant s'adapter en profondeur, l'amélioration du niveau de vie des gens comme jamais. Décodons. Comme les produits et services ne coûteront rien, c'est son hypothèse, le salaire de base sera faible, les nouveaux leaders seront les seuls hyper riches et seront comme des dieux vivants, ils remplaceront les politiciens d'une certaine manière. Oui, les pays, le monde sera dirigé par leur IA dont ils ont le contrôle, donc par eux. Dans leur vision, le niveau de vie des gens s'améliorera car le salaire de base sera global, donc il y aura des gagnants, les ultra pauvres d'aujourd'hui, et des perdants, tous les autres dont nous. Mais en moyenne, cela donnera une grande amélioration du niveau de vie moyen planétaire. Ce sera aussi leur ligne de défense politique pour justifier leur pouvoir absolu. Ils auront éradiqué la pauvreté partout dans le monde. Ce n'est pas rien, puisque personne n'y était arrivé avant. Ils mériteront donc bien le statut de divinité moderne et les privilèges et milliards qui vont avec. Vous l'aurez compris, tout le monde ne sera pas gagnant et la démocratie en prendra un sacré coup. Vous imaginez le tableau. Une poignée, ou un seul, de ces tout-puissants dirigeant la planète, l'essentiel des humains vivant oisivement, sans travail ni passion, avec un revenu basique. Je dis oisivement et sans passion car rappelez-vous, nous y sommes presque. L'art sera maîtrisé par les IA, les nouvelles idées viendront également des IA, restera éventuellement que le sport aux humains. C'est finalement une énième version poussée à l'extrême de la théorie du ruissellement économique dont aucun économiste n'a, jusqu'à présent, réussi à prouver qu'elle fonctionnait, même un petit peu. Une telle théorie est surtout connue pour justifier un système fortement inégalitaire. En fin de compte, le tableau étant complet, la bataille pour dominer l'IA, l'absence d'éthique, l'argent, les emplois qui disparaissent, que penser de tout cela? L'IA est-elle foncièrement mauvaise? Non, bien entendu. L'IA permettra de résoudre des mystères dans les sciences, de résoudre des problèmes importants de l'humanité, de trouver des médicaments incroyables, etc.
On ne peut pas critiquer une technologie sous prétexte que certains pourraient l'utiliser pour faire le mal. Ce serait comme si l'on critiquait un marteau car il a servi plusieurs fois à commettre des meurtres. L'IA pour l'instant n'est qu'un outil défini par celui qui l'utilise. En revanche, ceux qui sont aux commandes de ces technologies n'ont certainement pas pour but votre bien-être, malgré toutes les jolies déclarations dont ils nous abreuvent. Il est aussi certain qu'il y a du monde, un paquet de gens sans foi ni loi, prêts à utiliser cette technologie de manière non éthique. Et c'est le point que je voudrais souligner. La comparaison avec le marteau devient de plus en plus fausse au fur et à mesure des progrès de l'IA moderne. Un marteau n'a jamais menacé de supprimer tous les jobs et la démocratie, ni de tuer de manière autonome des gens lors d'une guerre. Il faut donc voir l'IA comme un marteau géant de la taille de la Lune et qui menacerait de frapper la Terre sans répit. Warren Buffett comparait récemment l'IA au nucléaire. Nous avons laissé sortir un génie de la bouteille lorsque nous avons développé des armes nucléaires. Et ce génie a fait des choses terribles ces derniers temps. Et le pouvoir de ce génie m'effraie au plus haut point. Je ne connais aucun moyen de ramener le génie dans la bouteille. L'IA est un peu similaire. Elle est à mi-chemin de la sortie de la bouteille, elle est extrêmement importante, et quelqu'un va s'en charger, a-t-il déclaré. Nous regretterons peut-être de ne pas avoir vu ce génie, mais il fera peut-être des choses merveilleuses. Que faire ? Alors que faire ? Il faut séparer le problème en deux parties. Premièrement, la puissance menaçante de l'IA dans le futur, et pour cela il n'y a pas de solution magique. Mais on ne peut que penser que personne ne veut d'une humanité dominée par les machines ou que la planète soit rasée par des armes autonomes et fortement destructrices. On a donc une petite chance que même les plus cupides et les plus immoraux soient obligés de brider plus ou moins la puissance de ces inventions. C'est plus ou moins le cas pour le nucléaire. Même si en ce moment la peur d'une guerre nucléaire refait surface avec les déclarations belliqueuses de part et d'autre, on peut espérer que ce ne soit que des gesticulations militaires. Deuxièmement, le risque du monopole planétaire des IA par une poignée de gens. Contre cette possibilité, nous devons prendre le contrôle de la technologie afin d'éviter ce monopole. Comme l'IA ne peut être arrêtée, l'open source est donc la seule solution. Partout dans le monde, ceux qui en ont la capacité doivent proposer des alternatives aux solutions commerciales. Tout le monde doit se former à l'IA ou à ses usages. Ne laissons aucun monopole s'installer. Nous pouvons prendre comme exemple le français Hugging Face, qui a depuis déménagé dans la Silicon Valley, hélas, qui est lui-même une plateforme de ML AI, open source et collaborative. C'est une bonne direction. L'Europe et les US sont en train de légiférer sur l'IA. C'est une bonne initiative, toutefois, gare aux lobbies de l'IA qui vont immanquablement noyauter les initiatives. Par exemple, le département de la sécurité intérieure des États-Unis a récemment annoncé la création d'un conseil de sécurité et de sûreté de l'IA. C'est une bonne chose. Hélas, il est majoritairement composé de PDG de grandes entreprises technologiques. Cela soulève des inquiétudes quant à l'influence disproportionnée des grandes entreprises sur la régulation de l'IA au détriment des PME et surtout des droits civils. Voilà, nous avons terminé de peindre le grand tableau de l'IA avec ses nombreux dangers et ses lueurs d'espoir. Battez-vous, intéressez-vous à l'IA, développez l'open source, soyez concernés par les initiatives de régulation qui participent, pourquoi, au nom de qui. Jamais un sujet aura été aussi vital pour l'avenir. Avec le réchauffement climatique, il va de soi. À bientôt. Ça vous intéresse? Si ce programme vous a plu,